Faut-il investir dans les obligations des marchés émergents? C'est un discours qu'on entend parfois. Vous avez Charles Gave notamment qui explique qu'il faut acheter des obligations des marchés émergents, notamment des obligations de la Chine. Est-ce une bonne idée? Je sais pas. Je sais pas parce que moi je ne suis pas conseiller financier, donc je ne peux pas vous donner de conseils en investissement et que par ailleurs investir comporte un risque de perte. Vous l'avez vu le petit disclaimer, voilà. Maintenant qu'on a dit ça, eh bien, ce que je voudrais faire, c'est vous parler de cet ETF qui permet donc d'investir dans un panier d'obligations de marchés émergents. On va regarder en quoi il consiste et c'est un ETF qui peut être intéressant si vous cherchez un revenu élevé mensuel, parce que quand on regarde au niveau des dividendes, donc vous le voyez, c'est un ETF qui vous verse les dividendes tous les mois, et quand on regarde, ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est que vous avez une belle croissance du dividende. En 2021, une part d'ETF vous versait 3,64€, aujourd'hui elle vous verse 4,83€, donc c'est pas mal, et vous voyez le rendement, vous avez un rendement qui est aux alentours de 6%. Donc est-ce que c'est une bonne idée pour pouvoir diversifier son portefeuille, pour pouvoir avoir une certaine stabilité, pour pouvoir avoir quelque chose qui réagit différemment selon un autre rythme que les actions, pour avoir du rendement? Est-ce que ça se tient? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais ce que je voudrais surtout faire dans cette vidéo, c'est que vous compreniez à quoi servent les obligations, parce qu'on n'en a pas parlé sur cette chaîne, et je pense que c'est important que vous compreniez la logique qu'il y a derrière les obligations, et donc c'est par ça qu'on va commencer. Je vais vous expliquer quelle est la manière dont les obligations se comportent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un cycle pas mal. Donc là, ce que vous avez, c'est le cours de l'ETF au cours des 5 dernières années, et vous voyez que là, c'est pas trop mal, on va bien, ça se passe, et là, crac, là ça se casse franchement la figure entre 2022 et 2024, et puis ensuite ça remonte tranquillement, enfin pas tranquillement d'ailleurs, ça remonte franchement, et donc je voudrais vous expliquer le rapport entre la manière dont les obligations se comportent et la question des taux d'intérêt. Donc la chute du cours de cet ETF avec des obligations est liée avec une hausse des taux d'intérêt, et au début ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on se dit pourquoi en fait une obligation ça nous rémunère avec des taux d'intérêt en quelque sorte, donc pourquoi est-ce que si les taux d'intérêt augmentent, le cours baisserait, parce que ça veut dire que les obligations rapportent plus, et donc c'est ça qu'on va clarifier pour que vous compreniez bien. Avant, je fais une petite précision, pourquoi est-ce que les banques centrales veulent parfois augmenter les taux d'intérêt? En l'occurrence, c'était pour lutter contre l'inflation, une inflation qui a été due en partie à la crise du Covid et en partie au début de la guerre en Ukraine. La crise du Covid parce que vous avez eu un arrêt de l'activité suivi d'un redémarrage rapide de l'activité, et donc ça veut dire que vous aviez beaucoup de demandes pour certaines choses et pas assez d'offres, et donc si vous avez beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres, ça veut dire que les prix augmentent pour que ça s'ajuste. Et guerre en Ukraine, pourquoi? Parce que ça coupe les chaînes d'approvisionnement, et donc ça veut dire que produire des produits devient plus difficile, plus compliqué, plus incertain, et donc vous pouvez avoir des phénomènes de pénurie, et donc vous avez de l'inflation parce que, encore une fois, vous avez beaucoup de gens qui veulent la même chose et les producteurs ont plus de mal à les livrer, et donc ça crée une augmentation des prix. Pourquoi est-ce qu'on peut lutter contre l'inflation en augmentant ce qu'on appelle les taux directeurs, c'est-à-dire les taux auxquels la banque centrale prête de l'argent? Parce que si vous augmentez les taux, vous avez plein de gens qui vont faire d'autres choix de consommation. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, emprunter pour vous acheter une maison, avant ça coûtait, 1%, et que ça passe à peut-être 4-5%, vous allez peut-être repenser ce que vous allez faire. C'est le cas également, des crédits à la consommation, si vous voulez acheter une voiture ou ce genre de choses. Il y a plein de comportements que les consommateurs peuvent avoir dans un contexte où ça coûte pratiquement rien d'emprunter, qui seront différents si ça commence à coûter cher d'emprunter, et donc les consommateurs vont faire des arbitrages en se disant, dans ce cas-là, c'est plus intéressant d'immobiliser mon argent, je le mets sur j'épargne, parce qu'en plus maintenant il y a un bon rendement, plutôt que de consommer, et donc ça veut dire que ça fait baisser les prix, parce qu'on a moins de gens qui ont envie de consommer, vous avez l'offre qui peut commencer à s'adapter, etc. Et donc, quel est l'impact de ça sur le cours des obligations? Donc, ce que ça veut dire, si la Banque centrale, et là ça a été une hausse assez massive, parce qu'on est passé de taux qui étaient proches de 0 à des taux qui étaient proches de 4-5, et donc ce que ça veut dire très concrètement, c'est que les obligations existantes deviennent beaucoup moins intéressantes par rapport aux nouvelles obligations qui sont émises. Avant ça, je vous rappelle ce que c'est qu'une obligation, parce que je l'ai
pas précisé, mais c'est de la dette. En fait, de l'obligation, c'est de la dette, c'est-à-dire que quand vous achetez une action, vous devenez propriétaire d'un morceau d'entreprise. Quand vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent. Donc vous pouvez prêter de l'argent à des entreprises, parce que vous pouvez également acheter des obligations qui sont émises par des entreprises, mais vous avez également des obligations qui sont émises par des États. Et donc quand vous achetez une obligation, eh bien par exemple, l'État allemand vous dit donne-moi 1000 euros, vous dites d'accord monsieur l'État allemand, et en l'échange des 1000 euros, eh bien moi je vous verse du 3%. Et donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous allez avoir ces 3% qui vont vous être payés par exemple sur une base annuelle, et l'État allemand te dit bah voilà, moi je vais te payer 3% par an pendant 10 ans, et à la fin des 10 années, bah, ça veut dire que tu vas récupérer l'intégralité de ton capital plus les petits coupons que je t'ai versés. Et ça veut dire qu'au bout des 10 ans, si l'État n'a pas fait faillite, eh bien vous récupérez vos 1000 euros plus tout l'argent que vous avez récupéré le long du chemin. Et donc, imaginez que vous ayez fait ça, vous avez donné vos 1000 euros à l'État allemand, il vous prête du 3%, eh bien votre obligation peut continuer de se vendre sur le marché secondaire, parce qu'au bout d'un moment, vous avez peut-être envie de récupérer votre argent, et vous allez revendre votre obligation, parce que peut-être vous avez envie d'acheter des actions, etc. Mais si vous êtes dans une situation où l'obligation que vous avez, elle a un rendement de 3%, mais il y a eu un changement de politique monétaire, et maintenant une obligation comparable à 10 ans, elle est récompensée 5%, bah votre obligation vaut plus rien. En fait, c'est pas qu'elle vaut plus rien, c'est qu'elle vaut beaucoup moins, parce que ça devient beaucoup plus intéressant d'acheter des nouvelles obligations. Et donc c'est pour ça que quand vous avez une phase où les taux augmentent brutalement, eh bien il y a une phase d'adaptation où les obligations qui avaient été émises deviennent beaucoup moins intéressantes, et pour qu'elles deviennent plus intéressantes, le prix doit baisser pour que le rendement augmente. Donc ça, c'est le mécanisme que vous devez comprendre, et c'est pour ça que ça va avoir tendance à se comporter de façon différente des actions. Vous pouvez vous attendre à un petit peu plus de stabilité, vous pouvez vous attendre également à une moins bonne performance en termes d'appréciation du capital que quand vous investissez dans des actions, et vous pouvez vous attendre à des revenus réguliers. Et vu qu'on parle ici d'obligations de marchés émergents, vous devez vous attendre également à un rendement qui est plus élevé que des obligations de pays développés. Pourquoi ? Parce que vous avez plus de risques. Et encore, parce que je crois qu'aujourd'hui, la France, ça se rapproche des 4%, parce que la France devient un pays sous-développé. C'est pas un pays en développement, la France, ça devient un pays sous-développé. Et donc le prix auquel la France va devoir payer les gens pour qu'ils acceptent d'acquérir sa dette va beaucoup augmenter. Et donc on va se rapprocher des rendements que vous avez sur des pays émergents. Mais je pense que c'est plus intelligent. Après vous faites ce que vous voulez, mais j'ai beaucoup plus confiance dans des pays comme... On va regarder les pays dont on parle. Les pays comme le Mexique, le Brésil, l'Arabie Saoudite, la Turquie, la République Dominicaine, Colombie. Ça, c'est les plus grosses positions que vous avez dans cette ETF. La Roumanie, l'Argentine, le Qatar, vous avez des pays qui vont être plus riches et plus développés que la France. Donc voilà, j'ai beaucoup plus confiance dans le fait de prêter de l'argent à des pays comme ça que de prêter de l'argent à un pays comme la France qui, là, c'est parti tout droit pour le FMI. Donc c'est trop cher en fait. Si la France payait les gens qui veulent acheter son crédit à 10-15%, là ça vaudrait la peine de prendre le risque, mais sinon il vaut mieux aller vers des marchés émergents si on veut avoir du rendement. Donc si on dézoome un petit peu, on voit qu'on a quelque chose qui vous permet une certaine appréciation du capital si on prend en compte les dividendes, parce que si on enlève les dividendes, c'est-à-dire que si on enlève les dividendes, on se rend compte que sur la période c'est à peu près flat. Ça a un petit peu progressé, mais ça a fait du 19%, donc vous êtes vraiment très flat en termes de la valeur de ce que vous avez dans votre portefeuille. C'est ce que vous cherchez, vous cherchez quelque chose qui est un petit peu comme un fonds d'épargne qui vous verse régulièrement de l'argent, mais quand on ajoute les dividendes, on a là un produit qui, ça va pas être mirobolant au niveau de l'appréciation du capital, mais au moins vous allez avoir une source de revenus régulier. Mais donc, sur ce produit, comme pour l'autre produit dont je vous avais parlé précédemment, à savoir cet ETF là qui investit pour vous verser du revenu régulier, d'ailleurs depuis que je l'ai acheté, il a monté, je pense que j'ai lancé un mouvement de marché, j'ai lancé un gros mouvement de marché en rentrant là-dedans, mais donc si on regarde cet ETF là, on va quand même le comparer avec le SP500 pour que vous voyez à quel point vous perdez de l'argent.
en termes d'appréciation du capital par rapport à un investissement tout simple dans un ETF du SP500. C'est très important de garder ça à l'esprit, hein. N'ayez pas que les dividendes en ligne de mire. Il y a certaines conditions très spécifiques dans lesquelles vous pouvez avoir intérêt à investir dans du rendement. J'en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne, donc je ne vais pas développer indéfiniment ce sujet, mais voilà, juste pour que vous ayez un petit peu le poids des images. Regardez, là j'ai mis un ETF du SP500 distribuant, pour que ce soit un peu une base comparable avec cet ETF des marchés émergents. Donc là, dans la courbe, vous n'avez pas les dividendes qui sont réinvestis dans l'ETF, hein. Vous avez vraiment les dividendes qui ont été détachés, et vous voyez qu'il est flat et même en régression au cours des 5 dernières années, à comparer avec un ETF du SP500 où là, enfin voilà, vous avez vraiment gagné de l'argent avec un ETF du SP500. Si on se met à 10 ans, c'est encore plus dramatique. Réaliser l'écart de performance, donc sur le long terme, vous allez vraiment vous appauvrir si vous optez pour ce genre d'ETF par rapport à un investissement dans le SP500. Donc il y a certaines conditions très spécifiques dans lesquelles vous pouvez être intéressé par ça. C'est si vous avez besoin d'un revenu, par exemple si votre courtier vous permet de faire des emprunts et que vous avez envie d'avoir un flux continu d'argent qui vous permet de rembourser ces emprunts sans avoir à peser sur votre revenu actif, ça peut être intéressant. Ou alors si vous êtes en phase où vous avez envie de bénéficier des revenus de vos investissements, ça peut être une option. Mais pour le reste, enfin voilà, si vous êtes dans une phase où vous avez un long horizon d'investissement, regardez encore une fois ce graphique. Ne vous laissez pas séduire par le fait que ça distribue comme ça tous les mois. Vous risquez vraiment de perdre beaucoup d'argent par rapport à un simple ETF du SP500. Voilà donc ce que je peux vous dire pour cet ETF. Si vous voulez un document complet qui développe tous ces aspects, comment ça fonctionne les obligations, quelle est la spécificité des obligations des marchés émergents, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme type de comportement d'un ETF de ce genre-là par rapport à un ETF du SP500, eh bien vous avez tout ça dans l'article que je viens de publier sur la page Patreon. Ces articles vous permettent de creuser les choses que je partage avec vous dans les vidéos, et j'ajoute que sur la page Patreon vous avez plein d'autres types de contenus exclusifs, comme par exemple les vidéos que je publie plusieurs fois par mois où je vous montre comment j'investis dans un portefeuille de stock picking qui jusqu'à présent bat le Nasdaq. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.